J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée hier? Bon, tant mieux, ça va continuer. Donc déjà, merci Pitchy pour ce petit daily vidéo qui était le challenge pour eux. Aujourd'hui, on a deux keynotes, celle de United qui va commencer dans quelques minutes, suivie, enfin pas suivie, c'est à 18h ce soir, de Fox Intelligence. Donc je vous invite à venir les écouter. Petit point orga slash programme. Donc ce soir, nous fêtons les 10 ans au chapiteau, donc soirée de gala avec vos habits de lumière. Et ça sera suivi, donc on a prévu un partybus qui nous amène du chapiteau au Jimmy's qui a été privatisé pour le one-to-one et on vous attend nombreux pour continuer à networker, faire la fête et passer des bons moments. En attendant, je vous propose d'accueillir Geoffroy, cofondateur de United, cofondateur de United et qui va venir vous parler de tout ce qui est paiement. Bonjour à tous. Je suis très content déjà d'être avec vous ce matin. Moi, c'est ma première participation, donc je crois qu'on est pas mal. Donc, c'est la première édition. C'est notre première participation One-to-One Monaco. On a bien choisi notre année, puisque c'est l'année anniversaire, grande année, grande fête ce soir. On espère vous y voir nombreux. Ce matin, en cette fin de matinée, juste avant notre déjeuner, je voulais vous parler de la finance intégrée. La finance intégrée, c'est quoi? C'est la finance finalement transparente. C'est la finance qui disparaît. En quelques mots, c'est accéder à des services financiers sans en avoir l'impression. C'est un peu le stade ultime de maturité, je pense, de l'industrie des paiements, s'intégrer tellement au parcours d'achat qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train d'aborder ou d'utiliser des services financiers. Et c'est donc ce qu'on appelle la finance intégrée. Je vais vous parler de ça ce matin. Donc, comme le disait Sonia, donc moi je suis Geoffroy Guigou, je suis cofondateur et directeur général de United. United, c'est une des grosses fintech européennes, même si le secteur est en explosion, donc c'est difficile de suivre cette actualité, mais juste pour vous partager quelques chiffres et surtout pour vous dire quel est mon point de vue quand je vais vous parler de finance intégrée ce matin. On est passé de 0 à 500 collaborateurs en 10 ans. On est passé de 0 à 100 millions d'euros de revenus nets en 10 ans. On fait partie du Next 40. On a levé à peu près 350 millions d'euros de capitaux propres. Quand on s'est lancé il y a 10 ans, en 2011, donc on a le même âge que le One-to-One Monaco, initialement, c'était non pas sur des sujets de finance intégrée. C'était simplement sur des produits de prêt personnel en ligne, sur Internet, de 1 000 à 50 000 euros. Donc rien à voir en particulier avec le commerce, c'est pour financer des travaux, des voitures. On est sur des paniers moyens de 8 à 10 000 euros. On a lancé ça en France et on l'a développé ensuite dans 5 autres pays européens. Donc on est aujourd'hui en Italie, en Espagne, Portugal et Allemagne. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je viens vous parler de finance intégrée. Si je viens vous parler de finance intégrée ce matin, c'est notamment pour vous partager tout ce qu'on a appris ces 3 dernières années, où pour des grands leaders technologiques mondiaux, pour des grands acteurs du e-commerce en général pan-européen, on a construit des programmes de finance intégrée. Et on a eu la chance, c'était un peu mon rêve quand on a développé cette activité qu'on appelle chez nous le B2B il y a 3 ans, d'aller accrocher à nos tableaux de chasse. On a tous un esprit vendeur en nous, des grandes références. Et on a eu la chance d'accompagner notamment 2 des 5 GAFAM ces 3 dernières années sur ce type de programme donc de finance embarquée. Et c'est intéressant de partager avec vous ce qu'on a fait avec eux, mais surtout ce qu'ils nous ont appris de l'évolution de ce secteur d'activité, parce qu'on ne peut pas leur faire le reproche, des acteurs comme Apple, comme Microsoft, d'être en retard sur l'expérience utilisateur ou sur l'identification des nouveaux services qui vont dessiner le commerce de demain. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Finance intégrée, j'ai mis ici le nouvel outil de la révolution e-commerce. Dans les faits, je crois qu'il y a 90% des paiements que l'on fait dans nos programmes de finance intégrés avec des acteurs comme Apple et Microsoft, qui est fait en commerce physique.
Donc c'est en réalité pour le commerce en général. Alors je voulais juste, pour commencer, partir d'une une petite histoire personnelle. Le 4 septembre de cette année, et rien de grave, vous inquiétez pas, mais mon appartement à Paris a été totalement détruit. Voilà. Inhabitable, famille avec 5 enfants, problématique de relogement, bon, tout ce qui s'ensuit. Et donc, notre vie a changé évidemment du jour au lendemain. Et en particulier, on a été amené à utiliser des nouveaux services de façon accélérée. Et très concrètement, n'ayant plus de quoi faire la cuisine, pendant quelques semaines, on a écumé un peu tous les restaurants autour de chez nous. On a testé des nouveaux services, et notamment un que certains d'entre vous ont utilisé, c'est ce qui est développé par Sunday, groupe Mamma Mia, qui est le paiement par QR code, chose assez simple. Mais à la fin d'un repas, vous ne demandez plus l'addition, etc. Vous scannez le QR code, il n'y a pas le menu qui s'affiche, il y a juste l'addition de votre table, évidemment, et vous la réglez en quelques clics avec les moyens de paiement que vous avez dans votre wallet sur votre mobile. Et pourquoi je parle de cette expérience qui m'a frappé, c'est que je me suis dit que la finance intégrée, qui était une notion un peu avant-gardiste, conceptuelle, dont parlent pas mal les e-commerçants, etc., en fait, elle est déjà arrivée dans le monde réellement physique, dans des secteurs les plus traditionnels, et elle a créé des nouvelles expériences complètement sans friction. C'est sympa le moment du passage en caisse, on parle avec l'équipe de la cuisine, etc., du restaurant, mais quand même, ça prend en général beaucoup de temps, et avoir cette expérience de paiement intégré, complètement intégré, on ne se lève pas de sa table, c'est en ça qu'elle est intégrée, c'est dans la prolongation du repas, et bien, c'est le signe que ces applications de finance intégrée, maintenant, envahissent nos quotidiens. Alors, pour beaucoup d'entre nous, on a commencé à les utiliser quand Uber est arrivé en Europe. Évidemment, on ne sort plus jamais de moyens de paiement quand on utilise un Uber. En Asie, les super applications sont dans le quotidien. Voilà. Mais en Europe, à part sur la partie Uber Taxi, c'est quand même quelque chose qui était relativement peu développé. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais Embedded Finance. C'est une idée simple, vous l'aurez compris, mais dont l'exécution, en termes de parcours, d'expérience utilisateur, d'intégration technologique, est en fait extrêmement complexe. Ce dont je veux vous parler en particulier ce matin, c'est les nouveaux moyens de paiement, et notamment de paiement étalé, de paiement fractionné, qui sont en train réellement de devenir une nouvelle des dimensions du marketing mix. Donc on connaît tous les 4P. Aujourd'hui, il est impossible de travailler dans des équipes produits ou marketing, quel que soit le type d'entreprise, sans intégrer l'expérience de checkout, l'expérience de paiement dans la définition, dans la construction du produit. Et donc, certains théoriciens disent maintenant, c'est vraiment les 5P, il faut intégrer évidemment le paiement là-dedans. La partie price n'a rien à voir avec le paiement, c'est juste la politique tarifaire, le pricing compétitif. Le paiement, les modes de paiement, c'est réellement le 5e P. Et ce n'est pas nouveau, ce qu'on appelle la finance intégrée. Donc là, j'ai mis une petite image pour titiller un peu, parce que finance intégrée des années 2000-2020, c'était ça. Vous connaissez le schéma, commencez dans le commerce. Vous allez chez des acteurs de la grande distribution qui ont des paniers plutôt élevés pour acheter, je sais pas, des cuisines, du mobilier, etc. Et il y a un coin qui s'appelle financement, espace financement. Ça a l'air toujours un peu douloureux, hein, la déco en général. Il y a des murs, des vitres qui cachent un peu le visage des gens qui sont là. Quand on entre dans le magasin, il y a déjà un premier client qui est là. Quand on ressort, il est encore là. Tout ça, ça a l'air hyper long. Et ce n'était pas réellement de la finance intégrée, mais on a toujours envie de créer des nouveaux concepts. Elle n'était pas totalement intégrée, ce n'était pas sans couture, mais néanmoins, c'était l'inclusion déjà de nouveaux moyens de paiement au sein des zones de vente et principalement des zones de vente physiques. Donc la finance intégrée des années 2000-2020, c'est ça, c'est du temps, c'est des papiers, l'administration. C'est aussi un peu une stigmatisation. Les services de financement, les produits de financement, pour un certain nombre de raisons, qui sont derrière notamment la création d'United en 2011. On s'est dit, comment ça se fait que ce domaine d'activité comme le crédit et le financement, aussi important pour l'économie, est une image aussi négative. Et donc on a créé notre société pour répondre à ça. Mais
la finance intégrée dans le commerce, effectivement, a été véhiculée un peu cette même image. Aujourd'hui, la finance intégrée, c'est quoi? C'est très simplement, sur la partie paiement étalé, paiement fractionné, l'apparition, vous le connaissez, certains de vous les utilisent, l'apparition sur les pages de checkout de différents moyens de paiement qui vous permettent, en synthèse, d'acheter des produits sous forme de mensualité. Ça va un peu plus loin, on le verra, que le paiement en 3-4 fois, mais sur 12, 24, 36 mois. J'y reviendrai tout à l'heure. L'enseignement, un des grands enseignements qu'on tire de l'expérience de construction de programmes de finance intégrée avec des acteurs comme Apple, Microsoft, des opérateurs de téléphonie, c'est l'importance croissante des durées longues. Voilà. Et donc, en fait, on passe d'un paiement qui se passe en quelques semaines, en quelques mois, à vraiment une logique d'abonnement. Et souvent, les opérateurs téléphoniques les plus en pointe là-dessus au niveau européen, ils se calent vraiment sur les durées de leur forfait. Donc, ils vendent les produits sous forme de durée d'abonnement. Voilà, donc la finance intégrée, c'est ça, pour définir un peu le concept, c'est une nouvelle facilité de paiement notamment. Je voudrais maintenant juste faire un état des lieux rapide pour que vous preniez conscience de l'ampleur que prend le phénomène. On en entend tous parler, mais les chiffres évoluent à une telle vitesse que si vous aviez des données qui dataient d'il y a quelques semaines ou quelques mois, elles sont certainement dépassées. Et donc, il faut bien avoir conscience de l'ampleur du phénomène. Ça, c'est le taux de pénétration de ce qu'on appelle Buy Now, Pay Later, donc qui inclut l'ensemble des facilités de paiement étalées sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 12 mois de paiement étalé. Ça a été multiplié par 2, tout simplement. Donc, on a tous envie d'être sur des business qui font 100% de croissance. C'est hallucinant. Alors, certes, le Covid est passé par là, mais en 1 an. D'un autre côté, on voit que ça reste quand même assez marginal. Alors là, c'est le taux d'usage de ce type de service au niveau, je crois que c'est des données à Kearney, il me semble, au niveau de l'ensemble du marché, pays par pays, pour un certain nombre de pays européens. Vous voyez qu'on est loin encore des pays scandinaves. Néanmoins, ça va assez vite. S'il y a un doublement chaque année, d'ici 4-5 ans, on aura rattrapé la Suède, la Norvège, etc., sur ce type de service. Donc une croissance très très forte qui est en train de s'accélérer. Ce n'est pas qu'un effet e-commerce, ce n'est pas qu'un effet Covid, fermeture des commerces physiques. J'en reparlerai un peu tout à l'heure sur les drivers de cette croissance. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a des acteurs spécialistes de ces nouveaux moyens de paiement étalés, vous en connaissez certains, qui maintenant valent plus qu'un certain nombre des grandes banques mondiales. Voilà. Là, j'ai mis 2 acteurs français. Les banques françaises sont parmi les plus grandes banques européennes. Il y a des spécialistes du paiement, spécialistes juste de cette fonctionnalité de paiement étalé, dont les valorisations sont en dizaines de milliards. Il ne vous aura pas échappé que Square aussi a racheté Afterpay pour 29 milliards cet été. Donc, ce n'est pas que des valorisations théoriques, privées lors de levées de fonds. Voilà, c'est des valorisations réelles. Il y a certaines introductions en bourse qui vont arriver. Et ce qui est ultra frappant, c'est que ce sont des acteurs spécialistes. Alors, vous aurez raison, ceux que je mets là, Klarna et Affirm, deviennent en fait des apporteurs d'affaires, marketing, développent tout un tas de nouveaux services. Donc, ce ne sont plus simplement des spécialistes du paiement fractionné. Néanmoins, ça reste le cœur de leur activité et c'est impressionnant les valorisations qu'ils arrivent à dégager. Je pense que ces valorisations qui datent de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines sont périmées, hein, vu la vitesse d'évolution du marché. Voilà. Affirm, on en reparlera peut-être, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un acteur spécialisé dans le financement sur le lieu de vente aux États-Unis qui s'est accroché en quelque sorte à Peloton, donc vélo connecté d'intérieur. Et Affirm est le principal moyen de paiement étalé pour les vélos Peloton. Vous le payez sous forme de mensualité et vous accédez à un bouquet de services. C'est complètement de la finance embarquée. On reviendra tout à l'heure là-dessus. Je crois que Peloton représentait, maintenant ça ne doit plus être que 25-35% de l'activité d'Affirm, mais à un moment c'était plus de 50% et c'est ça qui a permis à Affirm de réellement décoller. Plus récemment, c'est pour montrer que ça ne va pas s'arrêter, hein. Il n'y a pas juste quelques spécialistes qui deviennent des leaders mondiaux. Vous avez Amazon et Apple qui lancent leur propre programme en quelque sorte.
en partenariat, de façon assez intéressante. Amazon avec Affirm, Apple avec Goldman Sachs. Goldman Sachs, via sa filiale Marcus, c'est le partenaire bancaire de l'Apple Card aux États-Unis. Et Goldman Sachs va intégrer ces fonctionnalités de paiement étalé. C'est tout récent. Hein. Les deux, ça date de cet été. Hein. Donc ça va très très vite. C'est très pragmatique. Hein. Il y a juste un effet massif sur les indicateurs clés de l'activité des commerçants. Sur la conversion, puisqu'on ouvre l'accès à des produits à des personnes qui, pour des raisons de capacité de les financer, ne les avaient pas. On augmente les paniers moyens, plus 30% en moyenne, mais ça dépend de quel est votre panier moyen d'origine. Ce qu'on voit, c'est que souvent les paiements étalés ont un panier moyen qui est 2 fois supérieur au panier réalisé, payé one shot. Et puis, il y a un autre chiffre qu'on a trouvé au premier semestre dans le cadre d'une grande étude européenne qu'on a lancée dans l'ensemble des pays où nous sommes, parce qu'on couvre maintenant 260 millions d'Européens. Il y a 23% des consommateurs qui veulent, pour un achat de 500 €, un financement en 6 fois et plus. Et donc, on voit que l'émergence de durée d'emprunts plus longues est une vraie tendance, en particulier sur les paniers élevés. Donc, de façon très pragmatique, voilà, ces nouveaux moyens de paiement étalés, qui sont une des incarnations principales de la finance intégrée aujourd'hui, connaissent une très forte croissance. Pour finir juste le panorama de la situation actuelle, pour qu'on comprenne tous d'où cela vient, 4 grandes tendances. L'évolution des modes de consommation sous forme d'abonnement, on en parlait pas mal. Pour moi, il est complètement faux de dire que ça a été tiré par les sites de streaming, de musique, vidéo, etc. Ce n'est pas les Deezer, Spotify et Netflix qui ont introduit cette notion. C'est une notion même assez ancienne dans une industrie très traditionnelle qui est l'automobile. Ça fait, il y a peut-être des spécialistes dans la salle, ça fait 15-20 ans qu'on achète maintenant, commence à acheter sa voiture sous forme de mensualité, en leasing, avec des services, etc. Donc, ça n'a rien de révolutionnaire, mais néanmoins, on est tous de plus en plus habitués à payer nos produits de façon mensuelle. Ça ne suffirait pas à expliquer l'évolution de ce marché. Il y a un aspect technologique d'intégration, l'essor des PSP, des grands CMS qui proposent une intégration simple de nouveaux moyens de paiement aux sites marchands pour lesquels ils travaillent, a démocratisé évidemment l'usage de ces moyens de paiement. Maturité technologique du service financier et aussi un point qui est important, parce qu'on parlait tout à l'heure des grands acteurs de la distribution qui étaient les premiers à lancer ces modèles de finance intégrée, la fin des modèles de partenariat complexes. Jusqu'à il y a pas mal de temps, jusqu'à il y a récemment, quand vous vouliez intégrer un moyen de paiement nouveau, paiement étalé, paiement à financement à crédit, buy now, pay later, sur un site marchand ou online, très souvent, l'acteur bancaire vous imposait de passer par une structure assez complexe de joint venture ou de société en participation, qui a pas mal d'intérêts, hein, ça aligne les intérêts des deux acteurs sur le risque, etc., mais qui, clairement, est lourde et complexe à mettre en place. Je n'ai pas creusé, et je me posais la question ce matin, mais je pense que dans un partenariat aussi massif aux États-Unis qu'il y a entre Affirm et Peloton, je pense que c'est un simple contrat de distribution commerciale. En tout cas, nous, tous les programmes de finance intégrée que l'on a développés, et dont je vais vous parler un peu après, se basent sur des simples partenariats commerciaux. Pas besoin de créer une structure capitalistique commune qui a son bilan, son modèle de refinancement, etc. Ce qui est quand même un process long de construction. Voilà, donc il faut que vous ayez en tête que désormais, et je pense que c'est quelque chose de nouveau, le paiement étalé, le paiement fractionné, le paiement à crédit est aussi rapide qu'un paiement par carte. Ce qui est clairement une nouveauté. Ce dont on doit tous avoir conscience, c'est la rapidité de développement de ces nouveaux usages. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les moyens de paiement étalés, mais le marché évolue à une telle rapidité, on va voir notamment sur les nouveaux services, qu'il faut se tenir à la page. Et c'est ce que je voudrais vous partager maintenant. On a essayé de
faire la synthèse, sans décrire trop en détail ce qu'on a fait, mais des tendances qui se dégagent des grands programmes qu'on a construits pour des acteurs du e-commerce, pour certains GAFAM, qui sont des programmes européens, et qui, d'après nous, compte tenu de la position de précurseur de ces acteurs, des réflexions qu'ils ont sur les nouveaux usages et l'expérience utilisateur, dessinent les tendances de demain de la finance intégrée. Je voudrais vous parler de 4 choses. Alors, les mots sont un peu provocateurs, mais c'est alléchant, vous verrez. Premier sujet, DSP2, dans le domaine de la finance intégrée, c'est le Graal de la conversion. Je sais que DSP2, ça fait hurler les commerçants parce qu'il y a plein de problématiques, mais vous allez voir pourquoi ça a permis d'atteindre le Graal de la conversion et de rendre les paiements étalés, les paiements fractionnés, aussi simples qu'une carte bancaire. Deuxième chose, deuxième tendance très marquante qui se dégage, ce n'est plus seulement un moyen de paiement, en fait. Les programmes qui marchent sont des programmes associés à des services. On a fait notamment un certain nombre de programmes qui, vous verrez, sont très liés à la protection de l'environnement. Ça peut paraître hyper paradoxal qu'un nouveau moyen de paiement permette de préserver l'environnement. En général, l'empreinte écologique de la tech est plutôt décriée, mais là, vous verrez comment ça peut être intégré. Troisième point majeur, la confusion des rôles. Alors, des rôles entre qui, je précise un peu, entre les banquiers, enfin, les acteurs du paiement, les acteurs des services financiers et les acteurs du commerce. Si vous avez l'impression d'être seulement l'un et pas l'autre, de jouer seulement un rôle et pas l'autre, il faut se poser la question parce que les gagnants de ces marchés jouent les 2 rôles maintenant. Et je pense que personne ne peut rester à sa place en disant « oui, moi je suis un spécialiste des services financiers, oui, moi je suis que un marchand online ou physique ». Il y a une porosité des frontières qui est beaucoup plus importante. Quatrième point, sur les tendances de demain, une nouvelle responsabilité. Ça reste des produits financiers. Donc, on peut appeler ça paiement, on peut appeler ça facilité. Ça reste des services financiers. Ça reste des services qu'il faut manier avec précaution. Et il y a une tendance de fond qui émerge, pour en parler beaucoup avec les régulateurs, les médias, niveau européen, français, etc. On sent quand même une lame de fond qui arrive sur ces sujets, en disant « mais attendez, qu'est-ce qui est bien pour le consommateur, qu'est-ce qui n'est pas bien ?» Et un certain nombre d'acteurs ont apporté des réponses intéressantes qui, je pense, dessinent un peu l'avenir de ces nouveaux moyens de paiement dans les quelques prochaines années. Alors, je vais commencer par la partie un peu provocatrice sur DSP2, le Graal de la conversion. DSP2, c'est des contraintes d'authentification sur les paiements pour les commerçants. Mais il y a aussi une autre notion de DSP2 qui est d'ailleurs révolutionnaire. Si vous vous intéressez au droit de la concurrence, c'est assez intéressant. Les consommateurs européens, enfin la Commission européenne a décidé, il y a près de 10 ans maintenant, que les consommateurs européens étaient les propriétaires, vous êtes propriétaire de votre historique de compte bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'avant, vous n'aviez pas le droit de demander à votre banque « peux-tu envoyer toute l'historique de compte bancaire à un tel ou tel acteur ?» Un assureur, un autre acteur du financement, ma banque en ligne. Vous n'aviez pas le droit. Mais depuis la DSP2, les consommateurs européens sont devenus les propriétaires de l'historique de compte bancaire et donc ils ont le droit de faire cela. Mais c'est plus qu'un droit, c'est que leur banque, qui tient leur compte, ne peut pas leur refuser cela, a l'obligation, sur demande, de sortir tout un historique de compte bancaire et de l'envoyer à celui qui a été désigné par le client. Alors ça ne se passe pas par des appels et comme ça, hein, c'est en 2 clics, je vais vous expliquer, mais c'est quand même une très très grosse révolution. Et pourquoi c'est important? Parce que dès qu'on prête sur des durées un peu longues, dès qu'on prête des montants importants, quand on veut offrir une facilité de paiement à quelqu'un qui a un profil un peu particulier, je mets dedans une très grande partie des consommateurs, en fait. Du point de vue d'une banque, les jeunes, les indépendants, c'est des profils particuliers, même si ça représente une très grande partie de vos clients. Et c'est assez intéressant parce que ça ouvre, en fait, ça augmente l'inclusion, l'ouverture de ce type de moyen de paiement. Comment ça se passe très concrètement? Et vous verrez que ce n'est pas un rêve, c'est déjà la réalité. Hein. Je vais vous donner quelques chiffres d'usage qui sont impressionnants.
Dans un parcours de demande de financement, de paiement étalé, 6, 12, 18, 24 fois, le consommateur saisit son nom, confirme son identité et donne accès à son compte bancaire en 3 clics. Il a moins de caractères à saisir que ceux de sa carte bancaire. Historiquement, c'est login, mot de passe de son compte bancaire, mais maintenant, il peut s'authentifier par son application. Il va ouvrir l'application de sa banque qui dit « Tiens, United essaie d'accéder à ton compte » et tu OK, il clique « Oui » et hop, ça se fait comme ça. Donc, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. On l'avait lancé en 2018 sur des parcours de crédit pour des gros montants. On se disait, bah oui, c'est normal, sur 8-10 000 euros, de toute façon, les consommateurs savent qu'on va leur demander pas mal de justificatifs de leur situation financière et vont donc utiliser ce service. C'est ce qui s'est passé. Mais notre grande surprise, c'est quand on a commencé à l'appliquer à des paniers inférieurs à 1 000 euros. Dans le programme Xbox qu'on a construit avec Microsoft, donc la Xbox maintenant est vendue sous forme de paiement étalé sur 24 fois avec United, un taux à 0%, c'est juste sur le site de Micromania en France, mais pour expliquer l'usage, le partage DSP2 est obligatoire dans le parcours d'achat. Donc votre nom, vos coordonnées bancaires, voilà. Pourquoi en fait des grands acteurs comme Microsoft, Apple ont accepté ça? C'est que les taux de conversion sont imbattables. Donc ça crée une légère friction, j'en conviens, mais néanmoins, à la fin, le taux de conversion est imbattable. On verra, il y a d'autres enjeux de responsabilité, d'études de solvabilité, mais je viendrai un peu plus tard. Et donc, sur un certain nombre de parcours d'achat, on est à 100% de taux d'utilisation. Quand on le rend facultatif, on est entre 50 et 75%. Quel est l'impact pour le client? C'est des parcours ultra rapides, des taux d'acceptation augmentés, et pour un certain nombre d'entre eux, l'impression que le partenaire de paiement a réellement étudié leur situation financière avant de leur dire oui. Voilà. Et ça, je pense, c'est quand même un troisième critère qui va devenir de plus en plus important. Donc c'est une réalité aujourd'hui. C'est impressionnant, cet usage. Nous, on était les premiers surpris. On n'a pas atteint ces taux d'usage dès le début. Ça fait 4 ans qu'on déploie l'utilisation de DSP2 sur tous nos parcours de prêt online en Europe. Au début, on était à des taux beaucoup plus bas. Puis il y a une façon de l'amener, de le présenter, de rassurer le client. On s'est aussi aperçu, ça peut paraître super digital, on s'est aperçu qu'on gagnait 10 à 15 points de taux de pénétration quand on expliquait par téléphone, enfin, on laissait la possibilité sur cette page aux clients d'appeler et de se faire expliquer de vive voix quelle est la nature du service. Et donc ça, c'est clairement une révolution parce que des parcours avant de demande de prêt étalé qui, pour des raisons réglementaires, au-delà de 90 jours, c'est du crédit, donc il y a des obligations réglementaires à respecter, qui pour des raisons de risque étaient des parcours un peu longs et fastidieux, deviennent, en gros c'est ça, plus la pièce d'identité décision avec un taux d'acceptation maximisé. Il n'y a que ça comme justificatif. Et donc ça, je pense, c'est une révolution. Ça ouvre aussi les sujets de paiement et de facilité de paiement, comme je l'ai dit, à des publics qui sincèrement en sont exclus. Jeunes, indépendants, enfin on l'a dit, tous les profils un peu particuliers. Pour la petite anecdote, on récupère 3-12 mois d'historique de compte bancaire, l'ensemble des transactions, l'ensemble des libellés, les évolutions des soldes, puis évidemment, il y a tout un travail d'algo qui tourne là-dessus. On est en milliards de données collectées déjà chez United, et donc la puissance des modèles mathématiques là peut réellement s'exprimer. Deuxième grande tendance, c'est le développement des services de reprise. Et ça, c'est un point majeur. Vous voyez les logos autour de l'économie circulaire. Associés au financement sont inclus la possibilité de ramener un équipement et la possibilité, à la fin d'utilisation du service financier, on va le voir, de rendre l'équipement que vous avez acheté. Vous verrez que c'est un impact incroyable sur le prix facial. On appelle ça le spot trading pour la reprise à l'achat, le forward trading sur la reprise à terme. Je ne pense pas que ça ait un intérêt sur l'ensemble des produits, honnêtement. Ça a un intérêt sur les produits d'une certaine valeur, dont la valeur résiduelle ne décroît pas trop vite dans le temps. Si le produit que vous vendez, vous savez pour un certain nombre de raisons qu'il vaudra 10% de sa valeur dans 2 ans, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais si dans 2 ans, il vaudra encore
40, 50, 60, 70%, 80% de sa valeur, ce qui s'applique à beaucoup de biens. On parle beaucoup de vélos, le vélo électrique, etc. Ça a un vrai intérêt. Et comment ça marche concrètement? C'est qu'il y a un prix d'achat. Donc, on a construit beaucoup ça autour des produits Apple. On va dire un prix d'achat moyen de 1 000 €. On propose au client de lui reprendre un ancien équipement. On réduit le prix d'achat de son nouveau terminal de 150 €. C'est un exemple illustratif. Et puis on lui dit, il va pouvoir aussi être repris à terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose qui coûte 1 000 €, je prends un exemple schématique, quelque chose qui coûte 1 000 €, on va lui dire, on va te le reprendre, enfin tu vas payer 800 € sur 24 mois, à l'aide d'un prêt de 24 mois. Tu es propriétaire de ton terminal, ce n'est pas de la location. Mais au bout de 24 mois, si tu veux, tu peux le reprendre. Et en ce cas-là, on le reprend. Il y a un service de reprise logistique intégré au financement. Et dans ce cas-là, il a payé 800 € sur 24 mois. Il a payé l'usage de son téléphone pendant 24 mois. Mais il a aussi la possibilité de le conserver. Il décide de le garder et il va payer les 200 € restants sur 6 mois. D'accord? Donc, il aura bien payé. Enfin, en gros, soit il paye 800 € et il l'a que pendant 2 ans, c'est un exemple illustratif, soit il paye le prix annoncé. Mais donc, il a cette option qui est à la main du client de conserver ça. Et la grande nouveauté, c'est que, et avec, vous voyez, le design d'Apple, c'est des parcours United qui sont présents offline et online en boutique. Et notamment ici, je pense, c'est ceux du groupe ldlc.com, qui a aussi des réseaux de boutiques physiques. Vous avez un prix, donc là c'est l'iPhone Pro, 62 € par mois, c'est sur 24 mois, je suis désolé si vous ne le voyez pas. Vous avez la possibilité de ramener un vieux terminal, intégré au parcours de paiement, il y a la détection de la valeur du bien en saisissant la référence, une déclaration sur est-ce qu'il est un peu abîmé, etc. Donc on intègre complètement un schéma de reprise à cet endroit-là. Donc si le client choisit oui, je ramène ce bien, on lui calcule sa valeur, c'est 320 € en boutique, ou online, il fait une autodéclaration et après il va devoir l'expédier. Eh bien, le prix mensuel de 62,65 € pour l'iPhone Pro 12 Max, il passe à 48,12 €. Voilà. Et puis, il a repris ce bien 320 € et il l'achète online ou en boutique. Et en parallèle, si c'est en boutique, il ramène le vieux et il va avoir ces mensualités-là. Si c'est online, il va faire l'expédition. Pour ceux qui auraient la question, si quand le terminal arrive au centre logistique, on voit une détérioration et que la valeur a mal été évaluée, la valeur de la mensualité est automatiquement ajustée. On lui dit, on croyait que ton truc était en bon état, tu nous as dit qu'il était en bon état, on était parti du principe que ça valait 320 €, ce n'est pas le cas, il vaut en fait 200 €, du coup on ajuste automatiquement à la hausse, dans ce cas-là, la valeur de la mensualité. Troisième chose, s'il ajoute une option de renouvellement, le prix de sa mensualité va baisser, la durée du prêt s'allonge un peu parce que sur 24 mois, dans mon exemple de tout à l'heure, il faut qu'il ne paye que 800 €. D'accord? Alors qu'avant, sur 24 mois, il payait 1 000 €. Et donc là, le prix de la mensualité passe à 36,08 €. Il va payer ça pendant 24 mois et après, il a 6 mois pour décider s'il veut garder ou pas le produit. Et donc, vous voyez que c'est une réduction. Alors, j'avais mis 35% sur le grade d'avant. Là, je pense que l'écart entre la mensualité du début et celle de la fin, ça fait plutôt 40%. Mais vous avez une réduction du prix facial qui est imbattable. Et c'est un vrai sujet, notamment dans le cadre des produits Apple, où les distributeurs ne sont pas libres de fixer les prix de vente qu'ils veulent, en quelque sorte, enfin, sont contraints, mais ils ont la possibilité, en expliquant en 2 mots aux clients, qu'en fait, c'est comme si finalement ils pouvaient avoir accès à ce terminal pour une valeur inférieure. Et ce qui est assez marquant, et c'est ça, je pense, la finance intégrée, on le voit, ce n'est pas juste un moyen de paiement étalé. C'est l'intégration dans le parcours d'achat du début de workflow financier, parce qu'il amène un produit, il y a des flux financiers entre l'acteur qui va récupérer le produit, le marchand, etc., mais aussi tout un circuit logistique qui est intégré dès le début. Donc avec ce type de programme, pour les utilisateurs qui ont acheté cela, le taux de reprise
spot au moment de l'achat ou à terme, enfin à la fin de la durée d'usage du produit, connaît une croissance exponentielle. C'est une façon de remettre dans l'économie circulaire un certain nombre de biens. Et ça, je pense que c'est une tendance majeure. Donc, c'est coupler le financement à des services qui ont un impact environnemental positif, qui peuvent avoir un impact environnemental positif. Troisième grande tendance, des acteurs multirôles. Il y a une confusion des genres. Hein. C'est récent. Je pense que ça fait vraiment quelques mois qu'on le voit arriver, en tout cas sur une partie. Des grands acteurs du paiement ne se positionnent plus comme simples acteurs du paiement, mais comme apporteurs de leads, apporteurs de services marketing, des leads très qualifiés. C'est, je trouve, extraordinaire ce que font des acteurs comme Klarna au niveau mondial, parce qu'en fait, ça devient, de mon point de vue, un concurrent de Google, mais beaucoup plus puissant pour les marchands, parce qu'ils amènent du trafic et ils peuvent dire que sur le trafic qui a été amené, quel est le pourcentage exact qui a utilisé le moyen de paiement, et donc ils peuvent calculer réellement les ventes qu'ils génèrent pour les marchands. Après, ça pose pas mal d'autres problèmes de concurrence, etc., cette logique de marketplace. Mais en tout cas, il faut savoir que des acteurs du paiement deviennent des marchands. Le fait que les marchands deviennent des acteurs du paiement, c'est un peu moins récent. C'est un peu moins récent. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a toujours étonné sur ce marché, c'est que, et peut-être dans la salle, il y a des pionniers parmi vous, les solutions de paiement en 3-4 fois, il y a beaucoup de commerçants, et d'ailleurs Iliad Free, avec lequel on a beaucoup travaillé, parce qu'on a construit le programme de finance intégrée pour Iliad Free sur la Freebox de Vialet. 480 € ou alors 48 fois 10 € avec un prêt United, un taux de 0%. C'était un peu les prémices, hein. C'était en 2018, ça n'incluait pas les services que je vous ai présentés, mais néanmoins c'était une façon de passer d'une logique d'achat à une logique de mensualité. Quand on a commencé à travailler avec Free sur ces sujets, Free sur les paiements en 3-4 fois, proposait en fait sa propre solution. Et je crois la propose toujours d'ailleurs. Donc le fait que les marchands créent des moyens de paiement, des moyens de financement étalés, n'est pas nouveau, mais néanmoins, de plus en plus, ils intègrent dans leurs compétences ces dynamiques autour des nouveaux moyens de paiement. Dernier point, et je finirai là-dessus. C'est une question que je vous pose, je n'ai pas la réponse, mais ce qui m'a énormément marqué ces dernières années, quand on discutait avec des grands groupes technologiques mondiaux, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, les GAFAM, mais c'est que sur la protection du consommateur, sur les nouveaux moyens de paiement innovants en Europe, et ils nous disaient déjà ça il y a 2-3 ans, ils nous disaient juste faites attention. De leur point de vue, ce n'est pas étonnant. Eux, quand ils choisissent des partenaires bancaires, des partenaires de paiement au niveau européen, on a la chance de travailler avec eux dans les pays où on est seulement. Donc il y a d'autres grands acteurs, je crois notamment Klarna sur un certain nombre de pays. Ces acteurs-là construisent des programmes pour 5 à 10 ans. Et donc ils ne peuvent pas tolérer une incertitude réglementaire, un risque d'image, etc. Quand un produit est construit, il est déroulé, il est exécuté, ça va durer 5 à 10 ans. Et on a eu des sujets, notamment avec certains d'entre eux, sur la location. La location, nous, on utilise beaucoup, vous connaissez le leasing, les mécanismes de location. La location, il y a un cadre juridique un peu particulier en France. Si vous voulez construire un programme européen de finances intégrées, la location, de leur point de vue, est un mécanisme assez proscrit. Depuis, il y a des aspects d'image autour de... Mais je pense que c'est assez important. Là, je vous ai mis juste quelques titres. Je pense que c'est juste des articles des dernières semaines. Hein. Alors, il y a de la presse économique et financière digitale, mais il y a aussi un peu de consommateurs. Hein. Je ne sais pas si vous aviez vu l'article dans Paris Match. Et il y a une question qui est posée, qui est quelles sont les limites, qu'est-ce qu'on appelle le paiement, qu'est-ce qu'on appelle le financement. Ce qu'on connaît tous en France, qui est le paiement en 3-4 fois moins de 200 €, en gros, c'est une exemption au monopole bancaire historique. Donc ça n'obéit pas aux règles du crédit. Et chaque pays européen a fait un peu à sa sauce. Là, il y a une volonté d'harmonisation, mais il y a aussi une question qui est posée, c'est que quand ces services apparaissaient seulement quelques fois et étaient utilisés de façon marginale, bon, à la limite, la question ne se posait pas trop.
Mais quand un certain nombre quand les consommateurs commencent à utiliser plusieurs fois par mois ce type de service, vous êtes obligé de vous poser la question. Parce qu'il n'y a pas de différence, nous qui venons historiquement des prêts de 1 000 à 50 000 euros, entre quelqu'un qui prend 20 paiements de 200 euros et quelqu'un qui fait un crédit de 4 000 euros, il n'y a pas de différence sur son taux d'endettement, sur les contraintes financières qu'il a. Et donc cette question est posée et je pense que c'est un point qui va être majeur. Et pourquoi c'est nouveau ? C'est que jusqu'à maintenant, c'était une question qui concernait principalement les acteurs bancaires, les acteurs du paiement. C'est eux qui décidaient de quelle était leur politique. Mais de plus en plus, quand vous voyez se développer ce type d'articles, de presse, etc., en fait, il faut que le monde du commerce accepte qu'il va porter une part de responsabilité. Je pense que la responsabilité des commerçants, elle s'exprimait sur un certain nombre d'autres sujets jusqu'ici. Je sais pas, traçabilité des approvisionnements, empreinte environnementale, tous les circuits de distribution et de logistique. C'est déjà des gros sujets assez lourds. Et là, il y a un peu un nouveau sujet, c'est-à-dire que le 5P du marketing mix, le P, il est aussi en train de devenir un sujet d'enjeu sur toute la partie responsabilité sociale et environnementale. Et après, à chaque marchand de se faire ses convictions, de définir sa politique. Mais on ne peut pas rester sur le côté en se disant ouais, tiens, j'ai affiché un nouveau moyen de paiement. Alors, ça booste la conversion, hein, c'est extraordinaire. Bon, est-ce que c'est bien pour les consommateurs ? Je ne sais pas, ça c'est mon partenaire qui me dit que c'est bien ou pas. Non, maintenant, ça devient un nouveau champ de responsabilité. Je pense que c'est positif et c'est surtout lié au fait que ces services se sont massivement démocratisés. C'est nous, dans ce contexte-là, qu'on a décidé, et on est sur le stand, c'est pas difficile à retenir à Monaco, hein, G007, donc on pourra en parler, on a décidé de lancer United Pay. En fait, on vient du crédit long. Depuis 3 ans, on construit des programmes de finances intégrées, mais pas dédiés à tous les marchands, dédiés aux marchands pan-européens et pouvant faire des très gros volumes. D'où nos partenariats avec des telcos, Apple, Microsoft, etc. Nous, c'est des volumes de paiement fractionnés qui sont entre 100 millions et 1 milliard d'euros par an. Pas de volume d'affaires total, hein, auquel on applique un pourcentage. Le volume de paiement fractionné. Et comme on était multi-pays, ces acteurs-là sont venus nous voir pour ça. Et fort de cette expérience, et je pense des tendances qu'on a dessinées avec eux pour les prochaines années, on lance une solution qui est accessible, pour le coup, à tous les commerçants, quel que soit leur volume d'affaires, y compris s'ils sont dans un seul pays d'United, que ce soit seulement la France, seulement l'Italie, seulement l'Espagne, seulement le Portugal, seulement l'Allemagne, peu nous importe, et c'est une solution plug and play, voilà. Et dans lesquelles on va appliquer les 10 ans d'expérience qu'on a sur les marchés du crédit, à peu près 3 milliards d'euros, donc paiement étalé de 1 à 84 mois, aucune différence d'expérience. Que ce soit 1 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois, aucune différence. Je précise que 80, je pense, % des paiements qu'on a fait sur les programmes que je vous ai évoqués sont entre 12 et 48 mois. Donc, la logique d'abonnement. Alors ça, on peut le faire, on a la chance d'avoir une licence bancaire, une licence de plein établissement de crédit. Il y en a eu 2 données en France en 20 ans. Une à United en 2011 et une autre à un acteur spécialisé dans le financement des entreprises. Mais pour nous, proposer tout le spectre des montants maturité, c'est quelque chose d'important. La partie omnicanal, digital, 5 pays, vous l'avez entendu. Sur la partie responsabilité, nous, la réponse qu'on apporte, c'est de dire on va prendre un peu d'avance sur cette directive européenne, dont le texte a été proposé cet été, qui va être voté l'année prochaine, puis transposé après. On considère que tout type de paiement étalé est un crédit. Voilà. Et on y applique exactement les mêmes critères, la même rigueur d'analyse. En fait, on répond à la réglementation, donc on n'invente rien, on coche juste des cases. Ça peut créer une petite friction supplémentaire, clairement. On signe un contrat de prêt sur 12, 24, 36 mois, 48 mois. Je pense que si des acteurs comme Apple, Microsoft, on dit OK, ce n'est pas qu'une question de projection dans le temps où ils veulent un produit stable, sécurisé pour eux, c'est qu'ils considèrent que ce n'est quasiment pas un frein à l'expérience, vu la façon dont ça se passe. Voilà, donc ça, nous, c'est la réponse qu'on apporte, elle est personnelle pour chacun, mais en tout cas, je pense qu'on doit tous se poser la question, et en tout cas, les commerçants seront de plus en plus interrogés sur ces sujets par leurs consommateurs, les médias,
et je pense aussi par leurs collaborateurs. Voilà, donc les sujets sur la finance intégrée. J'espère que ça vous a éclairé. On n'est pas devin. Moi, je vous dis ce qu'on a vu avec ces acteurs qui sont toujours un peu en avance sur leur temps, ce qu'on a construit pour eux à leur demande. Ce pas des choses qu'on a inventées, mais on les a accompagnés là-dessus, on l'a exécuté, on les a mises en place. Et à mon avis, ça dessine les grandes tendances de demain sur les nouveaux moyens de paiement associés au commerce. Voilà. Merci beaucoup. Si certains n'ont pas trop faim et qu'il y a 2-3 questions, n'hésitez pas. Oui ? Alors, pardon. Oui. Oui, B2B. Alors, financement des entreprises, du coup, c'est une entreprise, une personne morale qui emprunte. Non, chez nous, pas pour l'instant. On fait ce qu'on appelle le financement B2B, on le fait en marque blanche, donc on finance des entreprises, mais ce n'est pas la marque United, on fournit juste nos technologies de crédit. On l'a beaucoup fait pour BPI France. L'année dernière, on a fait en centaines de millions, milliards d'euros de prêts à des entreprises, y compris TPE, PME, boîtes en création. Mais pour l'instant, ce n'est pas sous notre propre marque. Donc, je vais dire qu'on est dans la phase d'apprentissage. Ouais. Et là, on a eu des très gros volumes, donc on va apprendre assez vite, mais ça ne fait pas partie de l'offre United Pay du début qui est une offre B2C. Ouais, comment vous faites pour échapper à la loi Scrivener dès lors que le paiement fractionné dépasse les 90 jours, qui est une contrainte en France en fait? Il faut que quelqu'un supporte le coût financier d'une rétractation. Tu peux le réduire à 4 jours, dans le cas d'un crédit affecté. Donc il faut que... Mais la plupart des acteurs, en gros, gèrent ça et il y a très peu de... Quand il y a la souscription de ce moyen de paiement, peu de rétractation dans les 4 jours. C'est pas un... C'était pas au niveau de la rétractation, mais pour avoir longtemps travaillé dans le domaine, en fait, vous avez cité l'exemple des telcos. Effectivement, dès qu'on dépasse 300 € ou 90 jours de prêt, ça devient un crédit pour la loi française. Oui, tout à fait. Pardon, alors, oui, excuse-moi. Dans le cadre du crédit conso, tu as effectivement un délai de rétractation qui dure 14 jours. Tu peux mettre les fonds à disposition avant, et dans le cas d'un crédit affecté, le livrer avant. Mais tu peux te rétracter du prêt. Donc dans ce cas-là, c'est rétractation. Soit il y a le retour du bien, soit il y a la bascule au paiement en comptant. Donc le paiement fractionné sur 84 mois, là, l'exemple maximum, c'est bien un crédit avec. Ah oui, complètement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, dans ce que vous avez montré, il y a systématiquement une solution de paiement fractionnée qui était United. Est-ce que... non, j'ai parlé de pas mal d'autres quand même. Ouais, non, alors en fait, vous avez raison. Est-ce qu'avoir plusieurs solutions de paiement fractionné est un point de friction dans la conversion? Est-ce que vous le recommandez si certains acteurs vous couvrez jusqu'à 84 mois, d'autres 3? Je pense que si elles sont complémentaires en termes de services et notamment de durée d'emprunt, c'est pas un souci. Ce qui serait, je vois pas trop l'intérêt en termes de conversion, d'augmentation des paniers, de proposer 2 solutions de 3-4 fois. Moi, ce que j'ai observé un chiffre sur des paniers de 500 € pour un de nos partenaires, où il y avait le 3-4 fois et 12-48. Le 12 à 48 mois pour 500 €, ça m'a vachement étonné, 70%, je crois. Il y avait 20% en 3-4 fois, qui était un peu le taux historique du 3-4 fois, j'ai l'impression, que vous observez souvent, ces ordres de grandeur. 10% en cash, 20% 3-4, qui devait probablement être le mix d'avant. Il devait y avoir 80% comptant et 20% 3-4. Et là, c'est devenu 10 comptant, 20 sur le 3-4 et 70 sur le 12 à 48 mois. Alors que c'est 500 €, quoi. Mais pourquoi ils sont arrivés à des taux si élevés là-dessus? C'est que dans leur, on va dire, le packaging produit, l'affichage du produit en prix mensuel était très mis en avant.
Donc le marketing était fait autour de ça. Votre produit à 20 ou 30 euros par mois. Si vous allez sur le site de ldlc.com, vous verrez les pages produits, tous les produits Apple, 1000 euros ou 30 euros par mois. Et donc, plus le marketing du prix est organisé autour du prix mensuel, plus on atteint des taux élevés, etc. Mais moi, ça m'a, je pense, des indicateurs de tout ce qu'on voit depuis 3 ans, c'est le chiffre qui m'a le plus étonné. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Oui. Bonjour, Marin Chaboureau, Back Market, enchanté. Oui. Merci pour la présentation. Vous avez abordé rapidement le sujet de la location. Oui. Vous aviez l'air de dire que c'était proscrit. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails? Non, c'est pas proscrit, c'est que la location, c'est un cadre juridique où il n'y a pas de marché européen, je dirais plutôt ça comme ça. Premièrement, il n'y a pas d'harmonisation européenne. Alors, sur le crédit, c'est encadré au niveau européen. Les exemptions au crédit, elles sont locales. Mais ce qu'on appelle un crédit, dans toute l'Europe, ça fonctionne de la même façon. C'est hallucinant. Je pense que c'est le service financier qui a été peut-être le plus harmonisé, industrialisé. Concernant la location, ce n'est pas du tout le cas. C'est plus des réglementations locales. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de débats, c'est une presse négative, un peu moins que sur ce qui se passe sur le paiement fractionné depuis 6 mois. Mais sur le coût de la location. Parce que souvent, ça inclut des services, on ne sait plus quel est le prix du produit, quel est le prix des services, etc. Donc, ça peut poser quelques problèmes sur le coût global de la location. Nous, dans le cadre du programme qu'on a construit pour Apple, on a fait le choix de partir sur un crédit, parce que harmonisé au niveau européen, mais aussi parce qu'il y a un transfert de propriété. Le client, il est propriétaire. Oui, après, si au bout de 24 mois, il veut changer, ok, il change. Donc il a les avantages, je trouve, les avantages de la location sans les inconvénients ou les instabilités. Oui, parce que le vrai sujet, effectivement, c'est sur la propriété. La location, le client n'est plus propriétaire. Oui. Et c'est le financeur. Et vous, du coup, vous privilégiez la version crédit avec la propriété, la pleine propriété? Alors, on privilégie, nous, c'est plutôt les acteurs avec lesquels on travaille. Telco, grands fabricants, je mets les GAFAM dedans, mais eux, c'est pour leur partie, Microsoft, Apple, c'est pour leur partie fabrication d'objets qu'on travaille avec eux. Donc, ces acteurs-là sont beaucoup sur les sujets de propriété. Il y a Free qui a lancé une offre récemment, FreeFlex, qui est plus un contrat de location. Et en tout cas, sur ces produits-là, je pense qu'il y a un besoin de propriété qui est important. On veut les avantages de la location, des prix étalés, des services potentiellement de reprise, comme on l'a dit tout à l'heure. était très bien placé pour connaître exactement cette économie circulaire. Mais sur ce type de produit, oui, moi je ressens... Oui, il y a un besoin de propriété. C'est devenu des outils tellement importants et pas si chers en relatif par rapport à... Les voitures, les gens la conduisent, ils n'en sont pas vraiment propriétaires, ils ont un contrat de... mais ils font comme s'ils étaient propriétaires, ça ne leur change pas grand-chose. Donc je crois, oui, je crois. Et dernière, je monopolise un peu la parole, excusez-moi. Mais sur la location vis-à-vis d'un crédit, effectivement, comme ça ne tombe pas dans le cadre du crédit, la location, peut-être qu'il y a un taux d'acceptation qui est peut-être supérieur, qui pourrait être un avantage. Je pense qu'il faut toujours se méfier. Taux d'acceptation supérieur égale coût du risque, égale prix. C'est un peu un jeu à somme nulle à la fin. Donc Puis ça pose un peu une question, quoi. Est-ce que... Parce qu'il y a... Oui, il y a quand même des mensualités à payer. Peut-être un taux d'acceptation plus élevé, tu as raison. Mais à un moment, ça se répercute dans un prix quelque part. À mon avis. Oui. Parfaite transition. Je voulais parler de la fraude. Oui. Donc, en cas de fraude ou de litige, est-ce que vous protégez le marchand? Si oui, sous quelles conditions? Ouais. Quelles sont-elles? En fait, il est protégé par construction. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète un iPhone sur LDLC avec un paiement United sur 12 mois, LDLC reçoit le cash tout de suite. Après, c'est notre boulot de gérer les prélèvements de mensualité
et dans une partie des cas, le recouvrement. Donc, c'est paiement garanti, oui, par construction. Par construction. Mais je ne suis pas sûr qu'on soit hyper innovant là-dessus. Parce qu'en fait, c'est la règle du jeu du marché sur le paiement fractionné. Néanmoins, je le précise donc là ici, en termes de garantie du marchand, ça fonctionne exactement de la même façon sur le type de produit qu'on propose. Donc, le marchand, oui, est garanti. Ensuite, si on essaie de trouver, mais je pense qu'il est assez classique, des mécanismes d'alignement d'intérêt entre le marchand et l'United pour qu'on fasse un effort. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une de nos particularités, c'est que la boîte est ultra data-driven dans les acteurs du paiement et du crédit, notamment parce que nous, nos tickets moyens, c'est 8 à 10 000 euros. Donc, il ne faut pas se planter sur 8 à 10 000 euros. Et l'analyse de l'historique de transactions bancaires, c'est un actif qu'on a développé qui est énorme. Dès qu'il y a un minimum de volume de transactions, nos modèles de score incluent les données transactionnelles du marchand. Et donc ça, c'est un truc très important qui booste l'acceptation et qui réduit aussi beaucoup le taux de fraude. Donc voilà, on essaie de trouver un alignement d'intérêt, de faire travailler le marchand avec nous sur les sujets de la fraude. Si les taux sont trop élevés, on peut dire, attendez, nous on peut pas, enfin, c'est plus rentable. Donc il faut augmenter. Très souvent, ces programmes sont à 0% pour le client, la quasi-totalité des cas. Ce qu'on a fait avec Microsoft, avec Free, etc. Et donc on peut augmenter le coût du service si économiquement on a besoin de couvrir un coût de la fraude plus élevé. Donc je crois rien de différent là-dessus sur ce qui est fait en paiement fractionné, sauf que par construction, donc on est 500 maintenant, et évidemment une grande partie dans les équipes tech et data, on a été plus des spécialistes par construction du traitement de la donnée pour analyser la solvabilité. Ce qui, en paiement fractionné, vous n'avez pas besoin de faire un modèle très complexe. C'est pas... Voilà. Oui, bonjour. Oui. Merci pour la présentation et puis bravo pour votre position de traiter, quelle que soit la facilité de paiement ou le crédit comme c'est notre choix, crédit, je ne sais pas si c'est bien, mais je pense qu'il est tout à fait responsable. Mais donc justement, est-ce que je dois comprendre que sur les split payments, donc les paiements fractionnés en 2 ou 3, 4 fois, vous interrogez le FICP? Oui. Oui. Systématiquement? Oui. Très bien, merci. Ce que nous permet notre agrément de banque, établissement de crédit, notamment. Complètement. D'ailleurs, le FICP, qui est le fichier des incidents de crédit aux particuliers, je trouve que ce n'est pas aussi puissant sur l'acceptation et en amont que sur potentiellement le recouvrement. Parce que, en fait, sur un crédit d'un petit montant, c'est pas évident de recouvrer l'argent. Enfin, oui, je dois 30 euros, je sais pas. C'est même pas évident, c'est même pas de la mauvaise volonté ou de l'insolvabilité, c'est pas le sujet. C'est souvent, ça passe dans les petits sujets, on oublie, le client oublie, et dire non mais il faut, comme c'est un crédit, il faut que tu règles parce que sinon nous on peut t'inscrire au FICP. Enfin, on doit si le crédit a plus de 2-3 mois de retard. Et en fait, c'est un très gros levier d'augmentation du recouvrement et donc de baisse du coût du risque, et donc pour les marchands de hausse du taux d'acceptation. Donc, la capacité en tant que banque, établissement de crédit, à pouvoir inscrire quelqu'un au FICP, oui, je pense que c'est un levier très important de réduction du coût du risque, qu'on répercute sur le marchand ou sur le client. Parce que là sur les donc tu me posais la question y compris sur les moins de 90 jours, la solution United Pay qu'on lance, c'est un crédit. Avec les obligations qui nous sont afférentes et la protection du consommateur qui va avec. Sur ces offres de crédit de petits montants, enfin de petite durée, on va avoir une proposition tarifaire qui est très très inférieure à tout le marché. D'ailleurs, c'est un peu, parce que là on n'a pas parlé trop de finance, modèle économique et tout, c'est un peu la bonne nouvelle du moment pour les commerçants, c'est qu'il y a de plus en plus de solutions, et pour ceux qui sont les marchands et qui intègrent des solutions en 3-4 fois sur votre site, vous allez voir que le coût va
dramatiquement baissé, juste sous l'effet de la concurrence. Vous avez vu les initiatives, je pense, de PayPal en France. C'est gratuit pour le marchand et pour le commerçant, et pour le client, gratuit. Et donc nous, on ne va pas être loin de ça, et on peut le faire parce que sur des prêts de durée plus longue, 6, 12, 18, 24, 36 mois, là, il y a des revenus qui sont beaucoup plus importants et qui permettent de subventionner complètement pour les marchands les paiements de petite maturité. Donc c'est... Voilà. Vous allez voir ou renégocier vos contrats, vous verrez, les prix vont baisser. Non, mais c'est un effet concurrentiel qui est pas mal lié au sujet de la réglementation. Comme ce n'est pas régulé, c'est ouvert à tous. Et d'ailleurs, on l'a dit tout à l'heure, des marchands font eux-mêmes ce paiement 3-4 fois, mais ça c'est historique. Par contre, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont arrivés là-dessus. Intensité concurrentielle. Et il y en a certains qui sont présents sur plusieurs tableaux, ce qui est notre cas, ce qui est le cas de PayPal, ce qui est le cas de Klarna. Et sur ce produit qui est en train de devenir une commodité et qui est simple à développer technologiquement. Alors après, l'intégration hyper rapide aux marchands, je ne dis pas que c'est simple. Rien n'est simple d'un point de vue tech. Mais ce n'est pas un métier très complexe. Et du coup, les prix baissent. Enfin, les prix unitaires vont baisser. Alors, je ne sais pas si vous le voyez déjà, mais c'est en cours. C'est une commodité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, avec plaisir pour continuer la discussion. Donc, si vous voulez passer à notre stand, c'est 007. Et à plus tard dans l'après-midi. Merci pour votre attention. Excusez-moi, si juste tard. une question. Ouais. C'est quoi votre rapport par rapport à la DeFi, la finance décentralisée, qui via des smart contracts dans les blockchains, en fait, souhaite un petit peu concurrencer ce que vous faites, quoi? Je ne suis pas du tout un expert. Je ne comprends pas tout en la matière. C'est quand même, nous, on n'utilise pas du tout ces aspects de blockchain. Pour faire du prêt, pour faire des mécanismes de prêt, il faut aujourd'hui, en Europe en tout cas, il faut et dans la plupart des pays, ce n'est pas totalement le cas en Angleterre, il faut un agrément d'établissement de crédit. Après, l'enregistrement, la traçabilité des contrats de financement, oui, c'est un truc, on peut utiliser des protocoles blockchain, mais c'est très périphérique et annexe à notre activité. À mon avis, je me trompe peut-être aussi. Ils commencent à le faire en Amérique du Sud, et on sait aussi qu'ils sont en train d'avoir des accords avec l'AMF en France, par exemple. Donc, je ne sais pas à quel point, et je sais que c'est la volonté de ces... Alors, j'entends pas du tout, je suis désolé. Excusez-moi, je sais... Pas de problème. Je sais que... Ah oui, c'est mieux. Je sais qu'ils ont déjà des accords avec, en Amérique du Sud. Oui. Ils en ont aussi d'autres. Ils sont en train de trouver des accords avec l'AMF, notamment en France. Je ne sais pas après à quel point... et je sais aussi que c'est une volonté de ces acteurs blockchain qui viennent déjà nous voir pour nous dire, voilà, avec nous, vous allez pouvoir faire du paiement fractionné, etc. J'ai pas vu d'offres arriver. Je ne sais pas s'il y a des commerçants qui en utilisent. Ça se développe, c'est possible en Amérique latine. C'est ce que tu as l'air de dire. Je ne connais pas et je ne vois pas les applications concrètes du dispositif à ce type de paiement étalé. Mais peut-être, c'est possible. Ça bouge tellement vite, quoi. Très bien, merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon après-midi.